92% de notre économie est jetable. On s'aperçoit que les modèles linéaires ne sont plus viables. Ma machine à laver, elle tombe en panne. Que se passe-t-il? Où se place le remanufacturing et quelle est du coup sa différence avec le reconditionnement? La remanufacture permet de régénérer les produits. Aujourd'hui, on essaye de remanufacturer des produits qui ont été conçus pour un mode linéaire. L'économie circulaire peut aller de pair avec une sorte de sobriété de consommation. Il ne faut pas qu'on soit aveuglé en fait par une solution, alors que la problématique elle est beaucoup plus de fond. Régis, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu avec nous sur le plateau d'Alternative pour nous présenter ton métier, le remanufacturing, qui est un métier assez méconnu finalement, et que tu vas pouvoir nous présenter aujourd'hui dans cet entretien. Alors je vais d'abord te laisser, s'il te plaît, nous présenter ton activité, ton expérience personnelle et professionnelle passée, ce qui t'a amené à t'orienter vers le remanufacturing et tes motivations à faire ce métier. Merci de m'accueillir sur ce plateau et c'est avec plaisir que je partagerai tous les dessous de cette activité qui permettront de mieux connaître aussi ce qu'est l'économie circulaire et les boucles techniques de l'économie circulaire. Donc moi-même, j'ai commencé ma carrière après des études d'ingénieur, donc je suis plus un homme de produit, je dirais. Depuis tout petit, j'ai été passionné par ce qu'il y avait à l'intérieur des produits. Je m'amusais beaucoup à démonter les produits, à regarder comment les mécanismes, les systèmes étaient faits. Et c'est assez naturellement que je me suis dirigé vers des études techniques. Après mes études d'ingénieur, j'ai commencé à concevoir des produits, à travailler dans l'analyse de la valeur et la gestion de projet. Donc l'idée là, c'était de réduire les coûts. On était dans les années 90, donc il y avait un gros travail qui était fait sur tout ce qui était autour de la réduction des coûts, optimiser en fait les systèmes de production, les produits, et notamment par rapport à la pression qui venait des pays asiatiques notamment, qui proposaient des produits à bas coût. La concurrence, la réduction des coûts surtout sur l'humain. Et aussi, oui, sur les systèmes de production, la façon dont étaient fabriqués les produits et surtout essayer de réduire au maximum les quantités de matière qui étaient utilisées dans les produits, mais principalement pour des aspects économiques. Ok. Suite à cette expérience, donc ça c'était dans un cabinet conseil, j'étais un peu gêné de faire du conseil alors que j'avais pas eu d'expérience industrielle forte, et j'ai changé donc d'activité. J'ai été plus dans l'industrie, mais chez Decathlon. L'industrie liée en fait à la conception, parce que Decathlon en fait sous-traitait, c'est un modèle qui est fabless, donc sous-traiter les produits, mais souhaitait maîtriser la conception des produits. Fabless? C'est-à-dire ne pas avoir d'unité de production et faire en sorte de sous-traiter en fait toute la production à l'extérieur donc de l'activité de l'entreprise. Le produit a été pensé a été dessiné, toute l'innovation a été maîtrisée par Decathlon, a été donc conçue dans tous les détails. Moi j'étais sur CAO, je concevais les produits et ensuite je choisissais un pays de production, je prenais mes dessins, j'allais voir le sous-traitant, souvent asiatique d'ailleurs. Et je restais une quinzaine de jours chez eux à travailler, à regarder comment on pouvait monter le produit, le fabriquer, l'adapter. Et puis ensuite, je revenais en France, ils mettaient au point le produit, ils me l'envoyaient, je le validais et ensuite on pouvait le mettre en magasin. Ok.
J'étais un peu frustré aussi là de cette approche parce que je vivais pas au quotidien la fabrication des produits. Et pour moi, concevoir un produit, c'est autant le concevoir pour son utilisation, donc bien regarder les usages qui vont être faits sur ce produit-là, mais aussi tenir compte en fait des contraintes de production pour optimiser aussi la façon dont il va être assemblé, monté, etc. Et donc j'ai changé, là encore, j'ai été chez Brandt électroménager, où là j'avais l'usine qui était juste en dessous de moi, et donc je pouvais discuter directement avec les ingénieurs production et concevoir mon produit en conséquence. Donc je suis resté 5 ans à concevoir des cuisinières, des fours, des tables de cuisson. Et comme je connaissais bien l'écosystème interne chez Brandt, on m'a dit est-ce que tu veux maintenant on monte l'innovation sur Lyon, est-ce que tu veux rejoindre l'innovation? Et c'est là que j'ai pris le poste de responsable innovation sur les produits cuisson, donc du groupe Brandt. Où là j'ai commencé à travailler l'innovation au niveau incrémental, au niveau plus aussi systémique sur les produits. Mais aussi à intégrer progressivement les principes en fait de l'éco-conception pour réduire les impacts environnementaux. Donc principalement c'était lié à tout ce qui était utilisation, réduction des quantités d'eau, réduction des quantités, des consommations énergétiques sur les cartes électroniques, sur la façon dont les produits en fait fonctionnaient, faire en sorte que ce soit optimisé au niveau du fonctionnement en fait du produit en lui-même, et petit à petit en fait travailler sur l'éco-conception dans ces années en fait qui étaient plus les années 2005-2010. J'ai approché l'éco-conception et puis j'ai mis en place un projet de remanufacture de tables à induction, où là j'ai été beaucoup plus loin, et l'idée c'était de faire en sorte de récupérer les produits qui étaient sur le marché pour les remanufacturer et les reproposer donc sur les mêmes marchés ou d'autres marchés. Ok. Je me suis aperçu en fait qu'il fallait monter en fait ce type d'activité d'entreprise parce que en me baladant en fait dans les différentes entités à l'innovation, en fait, on devait aller voir, être curieux, autant sur tout ce qui est activité externe, mais aussi interne. Et donc, je me suis promené dans les différentes entités. J'ai visité dans les années 2010, début 2010, le centre de SAV en fait de Brandt. Et je me suis aperçu qu'il y avait énormément de bacs qui contenaient des cartes électroniques, des systèmes donc d'inducteurs notamment et autres pièces diverses. Et je me suis dit mais c'est étonnant qu'il y ait autant de retours. Et donc étant à l'innovation, j'avais repris ces pièces, je les testais et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de ces cartes électroniques qui avaient un niveau de performance qui était tout à fait acceptable. Tout à fait acceptable. Je me disais mais comment ça se fait? Et en fait, en étudiant dans les principes en fait de changement des pièces lorsqu'il y a des réparations qui sont faites, des fois il y a 2 pièces qui sont changées en même temps parce que l'opérateur de maintenance, enfin qui fait les opérations en fait de réparation, ne sait pas trop des fois quelle pièce est défectueuse, donc il préfère changer les 2, comme ça il n'a pas de souci de revenir éventuellement. Oui, pour être sûr. Voilà, pour être sûr. Bon, c'est pas 100% le cas, mais voilà, c'est aussi des fois des pièces qui sont changées, mais par rapport à une mauvaise utilisation en fait du produit par l'utilisateur et qui pense que son produit en fait a un défaut, alors que c'est peut-être il n'a pas lu la notice, ou la notice est peut-être mal rédigée. Voilà. Donc ça arrive, c'est pas que dans l'électroménager. Hein. Ça peut arriver qu'il y ait de la maintenance préventive qui soit trop préventive et qu'on change une pièce parce que le constructeur dit voilà, tous les temps d'années, il faut éventuellement voir changer, je pense à une voiture, une pièce, alors qu'elle est encore carrément viable.
Oui, tout à fait. Mais que pour entre guillemets, se baquer, s'assurer, voilà, on change la pièce et puis comme ça, on a pas de Alors problème. ça, c'est possible aussi. Hein, c'est pas systématique, mais c'est possible aussi. On va le voir ensuite dans les principes, donc les différentes boucles de l'économie circulaire. Hein, je vais vous expliquer ça par la suite. Mais voilà, juste pour finir par rapport à mon passé, mon expérience. J'ai monté un projet pilote de remanufacture de tables à induction donc chez Brandt Électroménager. C'est là où j'ai acquis une certaine expertise en fait sur le sujet que j'ai voulu en fait partager. Et c'est en 2014, lorsque l'entreprise Brandt a déposé le bilan, j'ai quitté l'entreprise et j'ai créé le site internet remanufacturing.fr pour mettre à disposition en fait autant du grand public, des élus, au niveau politique, des entreprises, des connaissances sur la remanufacture et montrer ce qu'est en fait la remanufacture dans l'économie circulaire. Suite à ça, j'ai ensuite été directeur R&D Innovation dans une entreprise en Dordogne qui était très axée business et j'avais un manque au niveau environnemental puisque la direction était plus en fait axée sur l'aspect économique qu'environnemental à l'époque. Ce qui est bien souvent le cas dans les entreprises. Ce qui est très souvent le cas dans l'industrie. Et pas que dans l'industrie, aussi dans les services. Donc j'ai quitté l'entreprise au bout de 3 ans et j'ai monté en fait ma propre agence pour accompagner les entreprises à réduire leur impact environnemental. Donc comme mes expertises étaient autour de l'innovation, la conception, l'économie circulaire, c'est assez naturellement que je me suis occupé en fait de projets sur l'éco-conception. Et aujourd'hui, donc, j'accompagne des entreprises qui conçoivent et fabriquent des fixations de ski, des luminaires, des chaussures de sécurité, des drones industriels, des systèmes auditifs pour communiquer dans les environnements bruyants, par exemple. Donc voilà, une grande diversité en fait de produits, comme tu peux le voir. Et qui me passionne en tout cas, puisque je suis tout à fait dans l'environnement en fait que j'ai eu depuis mon enfance en fait de savoir ce qui se passe à l'intérieur des produits et comprendre comment sont conçus en fait et comment fonctionnent en fait les produits. Ok. Tu as parlé tout à l'heure de la Fondation Ellen MacArthur. Fondation Ellen MacArthur, oui. C'est quelque chose qui t'a inspiré au titre personnel à faire donc du remanufacturing, faire de l'éco-conception? Alors, la Fondation Ellen MacArthur a été fondée en 2010 à peu près. Ouais. À cette époque-là, comme je disais, j'étais dans une réflexion autour de l'économie circulaire. On parlait pas beaucoup d'économie circulaire à l'époque. C'est grâce à elle, à la navigatrice, hein, qui a été qui a battu le record du monde en fait du Tour du Monde en solitaire en 2005. Et qui, durant son périple, en fait, a tapé plusieurs fois et raconté qu'elle tapait des déchets avec son bateau, donc ça l'a réveillée dans ces périodes en fait de repos. Et donc en rentrant, elle s'est dit mais je peux pas continuer comme ça, il faut que je fasse quelque chose. Donc elle a fondé en fait cette organisation. Et l'idée, c'était d'accompagner autant les industriels que le système éducatif, que les politiques. Donc en Angleterre, d'abord, mettre en place donc cette dynamique. Et petit à petit, donc la mayonnaise a prise. Ça a été en France. Il y a eu l'Institut de l'économie circulaire qui a été fondé. Et puis en Europe et maintenant mondialement, donc on entend parler d'économie circulaire partout maintenant, mais il faut dire qu'à l'époque, il y a donc une quinzaine d'années, on n'en parlait quasiment pas. On disait mais c'est quoi l'économie circulaire ?
Et donc j'avais commencé à suivre le programme en fait de la Fondation Ellen MacArthur, programme éducatif qui enseignait donc autant aux enfants donc des écoles maternelles primaires que au niveau exécutif des programmes qui étaient mis en place au niveau des MBA notamment dans les grandes écoles, les écoles de business. Et en 2014, lorsque j'ai quitté Brandt, j'ai été voir donc l'université qui travaillait avec la Fondation Ellen MacArthur, Bradford University, en Angleterre, et j'ai suivi moi-même le programme de MBA, donc Executive MBA, sur l'innovation et l'économie circulaire. C'est un programme qui avait un tiers de matière qui était liée à l'économie circulaire, donc c'était assez conséquent. C'est la première école qui a fait ce programme-là. Et ce qui est assez particulier pour moi, il y avait le paradoxe en fait où un MBA normalement c'est pour optimiser en fait tout le système linéaire existant. Et donc là le paradoxe était d'apporter justement cette dimension environnementale qui permettrait aux entreprises en fait de réduire leur impact et pour avoir en fait une économie qui soit plus durable. C'est ce cursus que tu as suivi t'a permis de ton côté, même sur ton site internet, de pouvoir apporter des connaissances et les partager. Alors, les connaissances, je les ai mises en fonction, en fait, enfin, j'ai partagé ces connaissances que j'avais acquis donc chez Brandt. La formation, le MBA, en fait, m'a permis d'avoir un éclairage qui est beaucoup plus systémique de l'entreprise dans l'économie. L'idée, c'est que souvent, une entreprise fait un focus sur le produit, son produit actuel, sauf que le produit, il a été conçu pour être dans l'économie linéaire. Il a été conçu pour être assemblé le plus rapidement possible. Il a été conçu, comme je disais tout à l'heure, c'est pour avoir des épaisseurs qui soient les plus fines possibles, pour limiter les coûts, mais il n'a pas été conçu pour être durable. Ni durable, ni maintenançable éventuellement. Ni maintenançable éventuellement. Enfin, maintenançable par rapport à si l'entreprise veut avoir si l'entreprise en fait trouve de la valeur à ensuite apporter un service à l'entreprise, mais toujours dans un but économique, pour ensuite fidéliser le client, mais par rapport à l'aspect business. Ouais. Pas forcément par rapport à la durabilité du produit. Donc le MBA m'a apporté donc cette dimension plus systémique et m'a permis d'approcher en fait les entreprises sur une dimension autant produit par l'expertise en fait que j'avais sur le produit que en fait sur l'activité, comment revoir en fait son business model pour pouvoir changer non pas une partie du système mais le système dans son ensemble. Du coup, le remanufacturing est donc du coup une des 5, il me semble que c'est les 5 R de l'économie circulaire. On a le recyclage, la réutilisation, le reconditionnement, le remanufacturing et le dernier. Alors peut-être qu'il n'y en a que 4. Oui, je dirais qu'il y en a même une vingtaine parce qu'on peut parler de rétrofit, on peut parler de rehaul, enfin il y a beaucoup aussi de termes anglais qui sont difficilement traduisibles en français aussi. Mais tout dépend en fait de la façon dont on procède pour en fait remettre à niveau de performance initiale ces produits et quel niveau de performance initiale en fait on atteint. Parce que le remanufacturing, quelle est la différence avec les autres, avec par exemple le reconditionnement? On parle beaucoup de reconditionnement au niveau de la performance initiale. Où se place le remanufacturing et quelle est du coup sa différence avec le reconditionnement? Donc pour distinguer le reconditionnement de la remanufacture, puisque c'est souvent un terme qui est utilisé à la place de la remanufacture, il faut savoir que le reconditionnement, à l'origine, c'est plus pour reproposer un produit qui n'a pas forcément été utilisé, mais qui a subi peut-être un défaut sur l'emballage.
Donc on va enlever l'emballage, on va le remettre. Donc reconditionnement dans les termes même voilà, c'est beaucoup plus compréhensible ainsi. Mais ça a été ensuite diffusé sur le fait de remettre à un niveau de performance le produit en lui-même. Par exemple, un téléphone qui arrive à un niveau de performance qui n'est plus acceptable par l'utilisateur. Donc déjà là, il faut définir le niveau de performance acceptable par l'utilisateur, parce que un utilisateur peut dire moi mon téléphone est rayé, j'ai envie d'en acheter un nouveau. Ou mon téléphone n'a plus assez de capacité mémoire pour toutes les photos que je prends, je veux en acheter un nouveau. Alors qu'il est tout à fait performant en lui-même sur la fonction même du téléphone. Mais là, il y a un renouvellement qui se fait, d'accord, par les usages. Le téléphone peut avoir un niveau de batterie qui soit aussi critique, dans le sens où peut-être que si vous atteignez 70% donc de capacité batterie, vous vous dites, moi, mon téléphone, je recharge 3 fois par jour, ça devient inacceptable. Mais ça peut être acceptable par une autre personne, d'accord ? J'en ai quelques-unes en tête. Et puis ça peut être aussi, votre téléphone a été cassé au niveau il est tombé, l'écran est cassé. Là aussi, on voit beaucoup qui utilisent leur téléphone avec l'écran cassé, ils trouvent ça encore acceptable. Alors c'est aussi par rapport à leur capacité financière en fait pour renouveler le téléphone, mais ils arrivent à l'utiliser. D'accord. Maintenant, si vous avez des boutons qui ne fonctionnent plus, ou si votre téléphone il est noir, là le niveau bien sûr il est inacceptable. Donc vous avez ces différents niveaux. Et pareil, lorsque vous remettez au niveau de performance initiale, dans le reconditionnement, vous pouvez accepter que un produit soit légèrement rayé sur le dos par exemple, ou même sur le devant, mais en haut à droite de l'écran. Voilà. Donc ça peut être aussi acceptable, d'accord ? Donc un produit reconditionné, c'est un produit qui n'a pas les performances initiales d'origine qui sont reproposées au client. Un produit remanufacturé, lui, par définition, c'est un produit sur lequel on va obtenir les performances initiales qu'il avait donc lorsqu'il a été mis sur le marché, voire supérieures. C'est un produit dans lequel on peut peut-être mettre une batterie qui soit plus performante. C'est un produit dans lequel on peut mettre un soft, en fait, ou une puce qui permette de stocker plus au niveau de sa capacité mémoire. Donc on peut avoir un produit, en tout cas, qui obtient les performances qu'il avait à l'initiale, voire supérieures. Pour distinguer aussi le reconditionnement de la remanufacture, un produit reconditionné, en fait, il n'aura pas toujours le même niveau de performance. C'est-à-dire qu'un produit reconditionné, vous voyez sur les sites internet, il y en a un qui peut être rayé, il y en a un qui peut être avec un petit défaut sur le dos, etc. Vous n'avez pas le même niveau. Un produit remanufacturé, il suit un processus industriel qui est défini donc par l'entreprise, et un processus qui est assez aussi standard, qui est le démontage, le tri des différentes pièces. On regarde, on teste chaque pièce si elles sont en fait au niveau de performance initiale. On va séparer ces différentes pièces. On reviendra peut-être sur le processus tout à l'heure plus dans le détail. Et puis on va remonter le produit et on va le reproposer sur le marché. En tout cas, tous les produits remanufacturés qui auront suivi ce processus-là auront le même niveau de performance, donc qui est la performance initiale. Comme neuf. Alors, comme neuf, comme il était à l'origine, oui. D'accord, mais pas comme un produit neuf actuel, puisque entre-temps, la technologie, il y a eu peut-être des évolutions sur les séries donc, proposées par l'entreprise. Donc, j'aime pas trop utiliser le terme comme neuf, parce que on pense que c'est comme neuf, comme un produit actuel. D'accord. Ouais. Je pense, j'ai l'exemple en tête, souvent c'est le cas, alors avec les ordinateurs, c'est plus trop le cas maintenant, mais avant, les ordinateurs, ils avaient la batterie interchangeable. Et on pouvait même, soit en particulier, juste, le niveau de performance de la batterie est inacceptable, je change la batterie, et entre-temps, on a fait les mêmes batteries pour ce même type d'ordinateur, mais qui ont une autonomie plus longue, donc c'est un peu finalement du remanufacturing qu'on fait à son échelle.
Ce qu'il faut savoir, c'est que avant le début du XXe siècle, où on a été dans cette économie en fait plus du jetable, on faisait beaucoup de ces opérations en fait qui étaient de réparation, de reconditionnement, remanufacture. On n'appelait pas ça comme ça, mais ça s'approchait en fait de ces activités-là. Depuis tout temps, en fait, on essayait de faire durer les produits. Au XXe siècle, en fait, on a été dans une dynamique où en fait c'était plus l'économie du jetable. Et on est arrivé aujourd'hui à un niveau qui n'est plus acceptable. On le voit avec donc le changement climatique, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais en tout cas, ce niveau n'est plus acceptable, en tout cas pour la planète, et les entreprises aussi s'aperçoivent que c'est plus acceptable pour elles non plus. Donc en fait, aujourd'hui, on revient encore maintenant sur des modèles, donc notamment le Fairphone, qui est un produit donc, qui est fait de modules, et ces modules-là, on peut, lorsqu'ils tombent en panne, les changer, les interchanger pour en fait retrouver les fonctionnalités du produit, la performance du produit. Il y a une entreprise aussi qui vient qui fait ça maintenant sur les ordinateurs, qui s'appelle Framework. Une entreprise que j'en ai déjà entendu parler. Ouais. T'as entendu parler, qui vient de la Silicon Valley. C'est un ancien d'Apple en fait qui a monté l'entreprise et qui fait le même principe. Je pense que c'est une entreprise qui va monter fortement, et je pense que ce sont des modèles en fait dont doivent s'inspirer en fait les entreprises aujourd'hui, puisque on s'aperçoit en fait que donc on améliore la longévité des produits, et deux, on arrive à trouver des nouveaux marchés et en fait à créer même des nouveaux marchés sur ces activités-là, grâce à ces activités-là. Oui, il me semble que tu l'avais mentionné au début, il y a des entreprises qui ont un intérêt à fournir un produit et même derrière à fournir entre guillemets la maintenance qui va avec le service. Ouais, le service. Donc on va beaucoup plus vers des systèmes de produits-services qui permet en fait d'associer un service au produit et de fidéliser les clients par rapport à ça. Mais tu vois, sur ce produit-là, par exemple, donc j'ai amené quelques produits. Dans un téléphone portable, tu as la batterie typiquement en fait qui est défectueuse au bout d'un moment, hein, en fait, dont la performance diminue très rapidement. Mais tu as toutes ces pistes là, tu as tous ces petites pièces en fait en métal, en aluminium. Qui sont en fait toujours en état fonctionnel de performance et à un niveau qui est largement satisfaisant. D'accord ? En revanche, quand tu vois le petit bouton ici, plus moins, celui-là petit à petit, donc des fois il fonctionne plus, tu as peut-être de la poussière qui est rentrée dans le connecteur, qui a affecté un peu la connexion, le bouton on-off, la caméra par exemple. Donc dans le système Fairphone, c'est vachement pratique parce que tu ouvres ton téléphone très facilement, tu changes la batterie, tu changes ta caméra, tac, tu refermes et ton téléphone, donc il est reparti pour une durée. Okay. Du coup, concrètement, j'ai un produit qui arrive en fin de vie ou qui, du moins, a un niveau de performance qui est plus acceptable pour moi, utilisateur. Concrètement, voilà, ma machine à laver, elle tombe en panne. Que se passe-t-il, en fait, pour cette machine à laver dans toute une chaîne de remanufacturing et quels sont les coûts qu'on peut récupérer, que ce soit matériel, finalement les coûts cachés du produit, tout ce qui va être la machine à laver, est-ce qu'elle a été pensée pour être manufacturée? Alors, lorsque ta machine à laver tombe en panne, ce qu'il faut savoir, c'est que en général, tu dis elle fonctionne plus. Souvent, une machine à laver, tu dois, la réparer rapidement parce que le linge il s'accumule donc dans la buanderie, donc ça devient un peu délicat au bout de quelques jours. Donc très généralement, en fait, tu vas porter la machine à laver à la déchetterie et tu vas en acheter une nouvelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas la porter à la déchetterie, si ça se trouve, c'est juste la pompe qui est défectueuse, c'est peut-être juste une carte électronique et pas la pompe, c'est juste une carte électronique qui est défectueuse, ou alors peut-être qu'il y a un défaut au niveau du roulement à billes et elle faisait du bruit particulièrement donc, quand elle tournait. Donc
tu vas porter ta machine à laver alors qu'il y a à peu près 90% des composants qui sont encore en état de fonctionner. Je ne dis pas qu'ils sont en état de performance, comme il était à l'origine, mais en état de fonctionner pour délivrer en fait une satisfaction de l'usage. D'accord ? Cette machine à laver, en général, elle va être broyée. Donc il y a une petite partie qui est récupérée par l'économie sociale et solidaire, des Emmaüs, des Envie, qui vont, eux, les plus rénover, donc j'expliquerai un peu la différence avec la rénovation, et qui vont les remettre sur le marché. Mais globalement, 95% du volume en fait de ces produits électroménagers, que ce soit les machines à laver, des lave-vaisselle, des tables de cuisson, des fours, des hottes de cuisson, ça va finir en broyage, recyclage. Alors, je vais introduire le mot régénérer, parce que autant la remanufacture permet de régénérer les produits, on peut aussi régénérer les composants. Avec le recyclage, on régénère la matière. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu régénères la matière, tu vas dépenser de l'énergie, tu vas dépenser encore de la matière pour régénérer cette matière-là, que ce soit de l'eau, que ce soit en fait tout ce qui fait fonctionner en fait une usine. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit, mais tu vas utiliser moins de matière que si c'était un produit qui avait été fabriqué neuf. D'accord ? Un produit neuf, ce qu'il faut savoir, c'est que ça génère mais énormément de matière. On parle de sac à dos écologique. Donc en général, il faut considérer que 90% des matières qui sont nécessaires pour fabriquer un produit finissent en déchets. Et 10% finissent dans ton produit fini. D'accord ? Donc ça s'appelle ce sac à dos écologique, on appelle le rucksack en anglais. Toi tu parles de coûts cachés, moi je parle de valeur en fait cachée. Et l'idée, c'est d'éviter en fait de réutiliser toutes ces matières en rachetant en fait un produit neuf. Ton produit neuf, d'ailleurs, il va utiliser très peu de matière recyclée, parce que très souvent, lorsque tu vas recycler la matière, c'est une matière qui ne va pas être utilisée pour le même usage. Oui. D'accord ? Oui, on voit avec le plastique, le plastique qui est recyclable, mais il perd ses propriétés au fur et à mesure. Je crois que les plastiques durs peuvent être recyclés en plastique moins dur. Pas forcément pour les mêmes usages, oui. Parce qu'on demande en fait très souvent des performances mécaniques ou de tenue à la chaleur, etc., que l'on ne retrouve pas en fait sur des matières forcément recyclées. D'accord ? Quand on parle de matière recyclée, d'ailleurs, dans un produit, ça peut être une part, c'est-à-dire que dans un composant en plastique, tu peux avoir 10% de matière recyclée et 90% de matière vierge. D'accord ? Donc il utilise des matières recyclées, c'est bien, mais ce n'est pas forcément 100% des matières recyclées qui sont utilisées dans le produit. Donc ça, c'est le premier point. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand tu recycles la matière, il y a une part en fait qui est perdue et tu n'as pas 100% de la matière en fait qui est recyclée. Typiquement pour l'aluminium, un aluminium de qualité aéronautique, donc est très difficilement recyclable, et pour des matières, par exemple pour des fixations de ski, on n'a pas trouvé en fait d'aluminium AL7075 qui soit recyclé, par exemple. Tu vois. Donc on réutilise les matières vierges. Dans le cas de la machine à laver, par exemple, on va donc collecter la machine. Donc on ne va pas collecter en fait toutes les machines à laver. C'est-à-dire qu'une machine à laver qui a 20 ans, la remanufacturer nécessiterait beaucoup de ressources, beaucoup de manœuvres, et au niveau économique, ça serait pas viable, pas rentable. D'autant plus qu'une machine qui a 20 ans, pour la remettre, si tu veux, au goût du jour, avec et un niveau de performance qui soit acceptable par rapport non seulement aux normes peut-être de consommation électrique ou d'eau, par rapport à un produit neuf,
le décalage serait trop fort. Donc on va remanufacturer des produits qui ont déjà un niveau de performance qui soit pas trop dégradé et pas trop obsolète par rapport aux évolutions des technologies. Par exemple, un gros alternateur de centrale hydroélectrique, qui fait, donc c'est un engin qui fait 5 mètres de diamètre, hein, donc c'est un produit en fait qui a une durée de vie de 20 ans, donc qui va être remanufacturé, mais il n'a pas au niveau des performances, il a toujours des performances suffisantes pour être remanufacturé et en fait remise à un niveau de performance initiale. Donc pour ce produit par exemple, on va changer le circuit cuivre par exemple, parce qu'on a du cuivre aujourd'hui qui est beaucoup plus performant au niveau des un meilleur rendement. Un meilleur rendement, exactement, c'est le mot que je cherchais. Et du coup, tu vas changer donc le circuit cuivre. Tu vas changer peut-être aussi, à l'époque, on mettait donc de l'amiante dans les produits. Donc bien sûr, on ne va pas remettre de l'amiante, on va mettre un isolant différent qui peut être plus performant ou plus ou moins performant, mais au total, ton produit, quand il va être en utilisation, remanufacturé, il sera plus performant que ce qu'il n'était donc lorsqu'il était neuf il y a 20 ans. Okay. Pour la machine à laver, donc je disais, donc tu as 90% des composants donc qui sont encore fonctionnels. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas démonter en fait la machine à laver. Sur tous ces composants en fait qui vont être démontés, ils vont être testés et on va regarder en fait si tu as trois catégories en fonction de leur performance. S'ils sont suffisamment performants, on va se dire finalement, par exemple dans le cas d'un tambour, ça rouille pas, ça s'abîme pas, ça subit pas de choc particulier. Donc ton tambour en général il est toujours bon. Un tambour inox, c'est une super qualité d'inox. Et ça, il ne va pas être affecté. Il suffit de le nettoyer. Il y a peut-être du calcaire qui s'est déposé dessus, il y a peut-être un peu de moisissure ou autre, éventuellement. Tu vas le nettoyer, ça suffira. D'accord ? Tu as une deuxième catégorie de composants qui vont nécessiter en fait d'être remis à leur niveau de performance initiale. Par exemple, un palier, on peut imaginer donc de légèrement resurfacer donc le palier pour réintégrer donc un roulement à billes par exemple, qui lui le roulement à billes sera changé systématiquement parce que c'est une pièce d'usure. Les courroies seront changées systématiquement, pièce d'usure. Une carte électronique, on va la vérifier, peut-être qu'il sera nécessaire de changer un composant dessus. On va voir que peut-être plutôt que de changer toute la carte. Voilà, plutôt que de changer toute la carte. Tout à l'heure tu parlais en fait de composants qui peuvent être affectés et sur lesquels on peut anticiper en fait des futures pannes. Là, on va anticiper justement les futures pannes. On ne va pas remettre sur le marché un produit qui va retomber en panne 1 an ou 2 ans après, quoi. D'accord ? En général, les produits remanufacturés en fait sont plus robustes que des produits neufs parce qu'ils ont été, je dirais, un peu débuggés. Si tu veux. Ils ont été à travers un process rigoureux où on vérifie tout, quoi. En général, un produit neuf tombe en panne dans les premiers mois d'utilisation, première semaine, premier mois d'utilisation, parce qu'il y a eu un montage qui a été un peu mal fait en production, parce que voilà. Donc en général, il y a un débugage, un déverminage en fait assez entre guillemets, je dirais pas naturel, parce que c'est pas normal en fait qu'il y ait ces pannes-là, mais qui se fait avec un produit neuf. Un produit remanufacturé, il a déjà eu cette phase-là en fait de débugage, et donc on va remettre à ses niveaux de performance, et il va avoir moins de chances de tomber en panne dans les premiers déjà mois. Déjà vu ce qui allait pas, quoi. Voilà, tout à fait. Donc la remanufacture permet de régénérer les produits, les composants. Le recyclage permet de régénérer la matière. Donc on a ces différents niveaux en fait de régénération qui permettent en fait d'avoir une rétention de valeur. Quand on parlait tout à l'heure donc de la valeur qui est accumulée dans le produit, l'idée en fait c'est d'éviter que cette valeur-là soit détruite.
d'accord, au travers notamment du recyclage, du broyage pour recycler les matières en petites particules de cuivre, petites particules d'aluminium, d'acier, pour refabriquer les produits et réutiliser en fait de la matière pour refabriquer les composants et les produits. Donc au travers de ces activités, ces boucles techniques de l'économie circulaire, on va éviter plus ou moins la perte de valeur. La perte de valeur. On va permettre la rétention de cette valeur-là pour que ça dure le plus longtemps possible. Et on va permettre aussi de régénérer les produits. Et quand on parle de régénération, c'est d'essayer, alors sur la partie technique, c'est de régénérer les produits pour éviter cette perte de valeur. Sur la partie bio, on va plus parler de régénérer les écosystèmes. Et sur la partie technique, en régénérant en fait les produits, ça permet aussi de faire en sorte que les écosystèmes se régénèrent plus facilement, puisque tu prélèves moins dans la nature et donc tu perturbes moins les écosystèmes naturels. C'est tout le lien avec donc le lien de la remanufacture avec l'aspect écologique et social. Est-ce que ça pourrait créer de la valeur de la remanufacture pourrait créer de la valeur dans tout ce qui va être apprendre à maintenancer, à remanufacturer les équipements? Est-ce que tu penses que c'est... Alors ça crée de la valeur dans les entreprises parce que en fait les entreprises s'aperçoivent qu'ils ont, grâce à ces produits remanufacturés, tu peux ouvrir des nouveaux marchés. D'accord. Donc peut-être qu'ils vont aller sur des marchés qui étaient autrefois, enfin qui sont actuellement en fait, qui sont des marchés sur l'occasion, où les utilisateurs vont se dire, plutôt que d'acheter un produit d'occasion où je ne sais pas trop combien de temps en fait il va durer encore, parce que au niveau de l'usage j'ai aucune garantie sur sa qualité en fait qui m'est fournie. Autant un produit remanufacturé, tu as une certaine garantie puisqu'il est identique à un produit neuf tel qu'il était à l'origine, donc tu as théoriquement la même garantie que ce produit-là. Donc tu as accès à des nouveaux marchés. Tu as un gain de valeur lié au fait que tu ne vas pas acheter des matières premières, mais tu récupères de la matière. Alors c'est vrai que tu récupères de la matière, peut-être 80%, entre 70, 60, 80%, voire 90% de matière va être récupérée. En revanche... C'est toujours ça le prix. C'est toujours ça de prix, donc au niveau des ressources, d'accord. En revanche, ça va lui coûter plus cher de remanufacturer un produit par rapport au niveau de main-d'œuvre, par rapport à la fabrication d'un produit neuf, parce que tu as du démontage, tu as du test qui doit être fait, tu as donc on n'a pas détaillé en fait les différents processus de remise à niveau des performances initiales, mais tu dois peut-être recharger en fait un axe par exemple de matière pour pouvoir le réusiner pour retrouver exactement les mêmes dimensions. Tu peux, tu as des opérations aussi liées au nettoyage par technologie UV, par ultrasons. La remise à niveau d'un produit dans ses performances initiales a un coût en fait, un coût de main-d'œuvre surtout. Voilà. Pour le processus, tout le processus a un coût. Voilà. Mais par contre derrière ça permet éventuellement de rassurer le consommateur, qu'il soit particulier ou entreprise. Ça permet de lui apporter une garantie que son produit va lui durer par rapport à un produit d'occasion. Tout à fait. En fait, tu as ce coût de main-d'œuvre qui est plus élevé que le coût de main-d'œuvre d'un produit neuf, mais comme tu récupères énormément de matière donc, à l'entrée, tu as un gain et donc tu as de la valeur qui est créée pour l'entreprise. Alors, il y a aussi le fait que quand tu remanufactures un produit, tu vas le collecter. Donc là aussi, ça nécessite en fait du transport, ça nécessite en fait des moyens qui vont être coûteux pour l'entreprise, autant que la main-d'œuvre. Mais ça va quand même être plus intéressant in fine. Tu vas reproposer ton produit à un prix sur le marché qui peut être de 20, 30, 40, voire 50% moins cher que l'achat d'un produit neuf. Tout est une question de balance, mais si les entreprises s'y mettent, c'est qu'elles y trouvent leur compte. Il y a une véritable opportunité
derrière pour les entreprises. Alors, la difficulté pour les entreprises, quand même, la contrainte, c'est qu'une entreprise a été optimisée au fil du temps, au fil des années. Son processus a été optimisé, que ce soit ses processus administratifs, toutes les relations avec les autres parties prenantes, autant dans la logistique, les fournisseurs, etc. Tout ce qui est le produit en lui-même optimisé au niveau des moindres détails. Je parlais, par exemple, quand moi je travaillais sur la réduction de coûts et d'épaisseur de tôle chez Brandt, sur les fours de cuisson, par exemple, où là, ça nécessitait énormément d'investissement pour trouver la tôle idéale, la conception de cette tôle-là, qui fasse que, en réduisant l'épaisseur, tu gardes toujours la même performance mécanique qu'avec une tôle plus épaisse. Donc, le fait de reconcevoir le produit différemment pour qu'il soit remanufacturé, parce que c'est ça en fait qui est l'intérêt, parce qu'aujourd'hui on essaye de remanufacturer des produits qui ont été conçus pour un mode linéaire. Donc tes tôles sont très fines, d'accord. Dès que tu changes quelque chose, finalement, la tôle, il faut peut-être l'épaissir quand tu fais ton opération de remanufacture pour pouvoir avoir plusieurs cycles qui soient possibles, si tu veux. C'est pas top parce que tu vas remanufacturer en fait un produit qui n'a pas été conçu pour être manufacturé. Et il faut que toute la chaîne change dès le début. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire de l'éco-conception pour la remanufacture. L'éco-conception pour que ton produit, il soit, lorsqu'il est collecté, tu saches déjà si c'est un produit qui a subi, peut-être pour une machine à laver, 100 000 cycles, ou peut-être une machine qui a été utilisée une fois par mois. Donc la façon dont tu vas ensuite le collecter, tu peux aussi éco-concevoir le produit pour que, par exemple, il aille dans un emballage spécifique qui permette en fait de préserver son intégrité lorsqu'il va être collecté. Lorsque j'allais, moi, visiter les sites de collecte de produits électroménagers auprès de grands distributeurs, dans les centres SAV, ils mettaient les produits les uns sur les autres, ils s'écrasaient les uns les autres, et je me disais, mais ce produit, il a même pas 3 mois, il a été mis dans cette benne. S'il avait été protégé, on aurait pu préserver son intégrité pour qu'il puisse être remise à niveau, tu vois. Et donc malheureusement aujourd'hui c'est pas le cas, on mélange un peu tout et on a du mal à récupérer la valeur dans les produits qui sont en fin de vie. Donc l'éco-conception est extrêmement et fondamentale en fait dans une économie circulaire, puisque tu dois reconcevoir le produit avec les principes d'éco-conception qui permettent en fait au produit de pouvoir être collecté correctement, de pouvoir être trié correctement, de pouvoir être testé correctement. Donc sur une carte électronique, par exemple, mettre un petit port qui permette de brancher un testeur et de valider donc la qualité et la performance de la carte. C'est aussi la façon dont il va être remis donc, au niveau de performance initiale, c'est-à-dire faire en sorte d'utiliser par exemple une matière qui permette très facilement de recharger à un endroit qui peut être critique sur le produit, au niveau usure par exemple, de pouvoir le recharger, de le réusiner pour retrouver ses performances telles qu'il les avait à l'origine. Tu vois. Donc faire en sorte d'éco-concevoir le produit en prenant en compte en fait toute la chaîne de valeur de l'entreprise et faire en sorte que l'économie circulaire soit vraiment intégrée à chaque étape en fait, des opérations de remanufacture. Ok. La machine à laver, c'est un secteur, toi tu es très dans l'électroménager, et tu nous parlais d'un alternateur de centrale hydroélectrique. C'est vrai que tout le monde a ça chez soi, mais c'est surtout des secteurs, est-ce que tu dirais que c'est plus des secteurs très industriels ou ça peut être d'autres secteurs auxquels on ne penserait pas forcément? Alors, la remanufacture, par définition, ça peut s'appliquer sur plein de produits, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la remanufacture est beaucoup plus appliquée dans l'industrie, dans les modèles B2B.
Dans le modèle B2C, souvent, tu as ces renouvellements de produits qui, en fait, font que tu as envie plus d'acheter un produit neuf qu'un produit qui a été déjà utilisé. Néanmoins, de plus en plus, ces entreprises voient un intérêt à proposer sur le marché B2B des produits qui sont remanufacturés. C'est-à-dire qu'il y a une conscience écologique qui est en train de se développer. Alors, oui, il y a cette conscience écologique-là qui est en train de se développer. On voit beaucoup plus que les marchés aujourd'hui, autant dans le B2B, surtout dans le B2B, je reviens sur le B2B parce qu'il y a des marchés publics en fait, qui mettent dans leurs appels d'offres le fait d'avoir une application sur l'économie circulaire, donc pour intégrer dans tout ce qui est RSE, stratégie d'entreprise, pour répondre en fait aux nouvelles réglementations qui sont mises en place au niveau européen, au niveau de la France, au niveau des directives aussi, notamment la loi AGEC et les directives qui ont été diffusées au travers de la réparabilité, de la recyclabilité des produits, etc. Donc ces entreprises, en fait, ont une obligation, je dirais, à aller donc dans cette voie-là et trouver des solutions qui permettent en fait d'allonger la durée de vie des produits. On le voit de plus en plus, donc on passe de modèle B2B vers des activités B2C au niveau remanufacture. Donc on parlait des machines à laver, et là c'est pour le B2C. Sur les téléphones portables aussi, on en a parlé. Donc là aussi la remanufacture s'applique sur ces produits-là. Mais en effet, on peut trouver aussi des activités qui peuvent paraître assez particulières, telles que de la remanufacture de lunettes, par exemple. Donc j'ai croisé un opticien qui est sur Paris, qui s'appelle Dan, le magasin Dingue de lunettes. Et lui, il fait de la remanufacture de lunettes. Non, il appelait pas ça comme ça, mais quand je lui ai dit, mais c'est de la remanufacture que tu fais ça, il me dit, ah ben oui, c'est tout à fait ça, quand je lui ai décrit en fait le processus de remanufacture. Donc lui, en effet, il démonte en fait quand il a sur des lunettes qui sont plutôt haut de gamme en général, ça vaut le coup au niveau valeur intrinsèque qui a été mise dans le produit, il les démonte. Il les nettoie, il change certaines petites pièces qui sont vraiment usées. Il va faire un processus en fait où il va retrouver la qualité de la matière initiale sur la corne, sur les métaux qui composent les lunettes, et il va réassembler le produit. Donc, il fait ce processus-là de remanufacture des lunettes, mais aussi il fait de la réparation simplement aussi, parce qu'il propose aussi des produits sur des marchés en Afrique chaque année ou plusieurs fois par an il va en Afrique pour proposer en fait une gamme de lunettes qu'il a réparées, et donc ça c'est le côté social en fait. Ouais. Okay. Parce que tu m'as dit il est opticien, donc il fait de la monture, mais il fait aussi les verres. Oui, tout à fait. Il fait du coup de la remanufacture de verre. Alors, sur le verre, je ne sais pas. Moi, ce qui m'a décrit, c'est donc la monture en elle-même. Oui, parce que chaque verre dépend de la vision de la personne. Tout à fait. Donc, la remanufacture de monture de lunettes. Ouais. Okay. À la limite, peut-être pour des lunettes... je veux dire, il y en a qui portent des lunettes juste par pur style, en fait, ils n'ont pas besoin de correction. Donc là, à ce niveau-là, oui, tout à fait. Puisqu'il propose aussi ces lunettes pour des feuilletons, notamment les petits meurtres d'Agatha Christie. Donc, il fournit les lunettes pour la série, des lunettes des années 30, donc ils sont assez difficiles à trouver, qui sont assez particulières, qui ont un certain style. Là, c'est pas pour la vue, c'est pour le look. Okay. Okay. Et tu disais, du coup, il envoie ces lunettes en Afrique une fois par an pour le côté social. Est-ce que la remanufacture a un vrai impact sur, donc on l'a vu sur l'écologie, mais aussi sur le social? Tu avais abordé notamment, il y avait un terme que j'avais vu dans un de tes supports, c'était la redistribution des savoirs. Et moi, ça m'avait un peu interrogé, du coup, le côté social et la redistribution des savoirs. Qu'est-ce que tu entends par là?
En fait, dans le processus de remanufacture, pour une entreprise, elle n'a pas l'habitude de faire ça. Donc, elle doit faire évoluer les compétences internes dans l'entreprise pour pouvoir permettre en fait de remanufacturer les produits. Donc, ce sont des compétences qui sont assez particulières parce qu'un produit, comme je disais, était fait pour être assemblé, mais pas désassemblé, par exemple. Donc, la façon dont on va désassembler le produit est assez particulière pour chaque produit, différente. Le processus est différent pour chaque produit. La façon dont on va le tester, la façon dont on va le remettre en état de performance initiale, donc tout ça nécessite en fait des compétences qui n'existent pas, qui sont difficiles à trouver à l'heure actuelle. Et donc, il y a un gros travail qui doit être fait au niveau des universités, des écoles aussi, pour intégrer en fait ces nouveaux métiers et permettre aux entreprises d'avoir accès en fait à ces compétences-là pour les intégrer chez eux. Donc, il y a ce premier point donc sur le côté social. Le deuxième point, c'est qu'on s'aperçoit que les entreprises qui vont sur des modèles d'économie circulaire sont beaucoup plus attractives sur leur marché. Donc un jeune ou moins jeune en fait qui cherche un job et qui se dit mais il faut faire quelque chose pour la planète, aura plus tendance à aller vers ces types d'entreprises, d'activités. Il y a aussi un point qui est côté social qui est indirect, c'est-à-dire que en agissant pour un modèle plus vertueux environnemental, au niveau social, tu vas avoir en fait un effet où tu vas accompagner le côté social. Oui, c'est-à-dire que globalement, la remanufacture qui est un peu l'allié de la lutte contre le changement climatique permet aussi, parce que le changement climatique c'est un enjeu de société maintenant, donc forcément un enjeu social, et donc la remanufacture, en étant l'allié du coup de cette lutte-là, et aussi l'allié de la lutte sociale pour l'ensemble de la société. Tout à fait, tout à fait. Alors il y a aussi un côté social intéressant, c'est que j'ai vu des modèles d'entreprise, ça se fait souvent, qui s'associent avec des partenaires de l'économie sociale et solidaire, qui eux ont déjà une expérience sur le démontage des produits, sur aussi la façon de réparer les produits. Et donc il y a beaucoup d'entreprises qui s'associent, des entreprises qui vont chercher des compétences dans le réservoir de l'économie sociale et solidaire. Ok, très bien. Donc, dans les boucles de l'économie circulaire, tu as la remanufacture, tu as le reconditionnement, tu as la rénovation aussi, j'en ai parlé, où là on va... je parlais du modèle Envie, notamment la fédération Envie, en fait, qui rénove les produits. On peut dire reconditionner, mais c'est pas tout à fait du reconditionnement, c'est de la rénovation, où ils vont changer une pièce, bon, en tout cas qui était défectueuse. Ils vont peut-être aussi changer, par exemple pour une machine à laver, la courroie et peut-être d'autres pièces pour anticiper aussi des pannes. Mais ils ne vont pas aller très loin dans la remise à niveau dans la remise. Ouais, les performances au niveau de performance initiale. Remise à un niveau acceptable, mais pas à un niveau voilà, initial qui est finalement la marque de fabrique de la remanufacture. Voilà, tout à fait. Donc tu as des pièces qui sont remises à leur niveau de performance initiale et tu as des pièces qui sont changées parce qu'elles sont vraiment usées. Des roulements à billes, les courroies par exemple. Et ce produit ensuite il est remonté et remis sur le marché, donc soit sur les mêmes marchés, soit sur des marchés différents. Par exemple, Ricoh, sur les photocopieurs, donc propose une gamme qui s'appelle la Green Line, qui est sur un marché qui est à l'origine qui était différent, parce que les produits étaient souvent, et c'est souvent le cas en fait quand on remet un petit à niveau en fait le produit au travers d'activités de reconditionnement, on va le reproposer sur des marchés type africains, par exemple sur des engins de chantier et des produits tels que des photocopieurs ou des voitures. Là où il y a en fait. une demande de niveau de performance moindre.
Voilà, tout à fait. Mais qui est beaucoup plus élevé que des produits d'occasion sur ces marchés-là. Okay. Renault Trucks, par exemple, si je prends l'exemple de Renault Trucks, encore dans les aspects B2B, remanufacture des camions qui étaient avant des camions qui étaient réparés et mis sur des marchés de pays développés. Et maintenant, en fait, en remanufacturant les produits, il les propose sur le même marché français et européen. Okay. Renault, en fait, donc remanufacture ce qu'on appelle les tracteurs qui tractent des remorques. Ces camions-là, en fait, le cycle de remanufacture se fait au bout de 400 000 km. Donc ça paraît énorme. Et ils arrivent à faire 3 cycles de remanufacture pour que le camion aille jusqu'à 1,5 million, voire 2 millions de kilomètres. Donc, sur un camion qui fait du fret routier, 400 000, ça me paraît pas non plus énormément. Enfin, ouais. On les atteint vite, quoi. Mais ça fait, oui, mais ça fait une usure qui est quand même assez forte sur le camion. Et ce qui est intéressant sur ce modèle-là, c'est que sur certains camions, en fait, où ils peuvent pas remettre au niveau de performance initiale, donc le tracteur, ils le transforment en fait en porteur, parce que le marché en fait est très demandeur sur ce type de camion. C'est très dur de trouver en fait des porteurs en fait d'occasion aujourd'hui. Et donc Renault en fait a trouvé un nouveau marché en mettant des tracteurs en fait remanufacturés en porteurs. Donc on peut avoir, si tu veux, dans la remanufacture, des modèles où on va transformer le produit pour un usage sur lequel en fait il y a un marché qui est vraiment demandeur. Je vais passer sur le cas des meubles, en fait, qui peut être autant pour le B2B que pour le B2C, où tu as en fait différents niveaux de remise en performance des meubles. Tu as le marché de l'occasion, où là c'est ce que l'on appelle en fait le réemploi des meubles, où là tu as en général c'est de peer-to-peer, c'est-à-dire d'individu à individu. Tu vas vendre ton produit et il va y avoir aucune opération qui va être faite dessus. Tu as aussi le terme de réutilisation qui est employé, où là tu vas avoir une opération en fait de remise à niveau de performance. Donc dans la réutilisation, tu peux réutiliser le produit en faisant juste une opération de nettoyage. Tu peux remettre un vernis dessus sur ton meuble et le reproposer sur le marché. Donc ça pour moi c'est de la rénovation. D'accord ? Tu peux avoir des opérations où en fait ton meuble tu vas essayer de faire en sorte qu'il soit identique. Donc un bureau par exemple, tu vas le remettre en état de performance initiale comme il était à l'origine. D'accord ? Tu vas peut-être changer un pied qui est branque-ballant, un peu cassé. Tu vas peut-être changer l'état de surface, tu vas resurfacer, tu vas remettre un vernis. Et en fait, il sera au même niveau de performance qu'initialement il était. Donc ça, c'est de la remanufacture, où en fait, on va regarder chaque composant, vérifier qu'il est à son niveau de performance initiale et le réassembler. Ce que tu peux faire aussi, c'est couper, parce que ton produit en fait il a été abîmé, ton bureau a été abîmé, tu vas couper une partie, tu vas récupérer en fait ces différentes parties, tu vas peut-être faire une moitié de bureau avec ton bureau. Donc il n'a pas les performances initiales, notamment fonctionnelles, parce que ton bureau, c'était peut-être un bureau de 2 mètres carrés, tu vas le réduire, il ne fait plus que 1 mètre carré, mais il sera vraiment considéré comme un produit qui est neuf, en fait, parce que tout aura été remis si tu veux, en conditions initiales. Tu vois. Okay. Ce que tu peux aussi, c'est récupérer des composants pour un autre usage. Par exemple, ton bureau, ça va devenir des étagères. D'accord ? Dans ce cas-là, tu as toujours le même processus industriel qui est réalisé en fait sur tes bureaux. Peut-être que tu as récupéré une centaine de bureaux dans une entreprise, une très grosse entreprise par exemple, et tu vas retransformer en fait tous ces bureaux-là en étagères ou en parois pour séparer donc des bureaux paysagers par exemple, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est que quand une entreprise en fait s'adresse à une entreprise qui reconditionne ou qui remanufacture les produits en disant avec
tous mes bureaux, moi je veux que tu me fasses en fait, un aménagement qui m'évite en fait d'acheter des produits neufs, des bureaux neufs ou un aménagement qui soit neuf, tu vois. Et donc là, tu as une proposition de produit qui est faite, qui est comme neuf, mais qui n'est pas comme le produit tel qu'il était à l'origine, tu vois. Okay. Dans l'électroménager, ce que j'avais proposé aussi chez Brandt, c'est de faire en sorte de récupérer des composants qui sont issus du SAV, de les remettre à un niveau de performance initial et de les reproposer pour le SAV. Et pourquoi pas de les reproposer aussi pour l'assemblage de produits neufs. Donc plusieurs entreprises commencent à réfléchir sur ce modèle-là, que ce soit donc dans les systèmes de projecteurs, dans l'automobile, ou tel que j'avais proposé dans l'électroménager, pour en fait récupérer les pièces et les remettre dans les produits d'assemblage. En fait, ça peut paraître surprenant parce que tu te dis mais mon produit du coup il n'est pas neuf parce qu'il utilise des composants qui ont déjà été utilisés. Oui, mais ils sont au niveau de performance initiale. Et pourquoi en fait tu n'as pas la même réflexion que tu as pour les produits en fait recyclés? Parce que pareil, la matière recyclée c'est une matière qui a été utilisée. Tu la remets dans un produit neuf. Donc pourquoi on ne ferait pas ça? Ouais, si on suit la logique de si on suit moi le je même veux un raisonnement, produit neuf, on n'achète plus de produits en matière recyclée. Bah, voilà, tout à fait. Donc si on suit le même raisonnement, on pourrait avoir des composants qui ont déjà été utilisés, qui sont remis dans les produits neufs. Je te citais le cas donc, du tambour de machine à laver. Typiquement, il pourrait être mis dans un produit neuf, quoi, sur une chaîne d'assemblage de produits neufs. Je pense qu'il y a un effet psychologique, je pense l'effet du blister. C'est genre, tant que le produit est sous scellé, sous blister, on a l'impression qu'il est parfait et puis je vais l'ouvrir. Et puis à partir du moment où je vais l'ouvrir, eh ben, il est plus neuf. Alors que si, il est toujours neuf. Et il a toujours sa valeur. Pour des raisons sanitaires à la médecine, les différents outils qu'un chirurgien, une infirmière va utiliser, tout arrive tout est stérile, tout arrive sous emballage. Et donc oui, on ne va pas réutiliser une seringue ou n'importe quoi. Alors il y a la façon dont on présente le produit, mais il y a aussi en effet la façon dont on le présente par les mots, par l'explication en fait que l'on fait sur ce que sur les opérations en fait qu'on a fait sur le produit. Est-ce qu'il est nécessaire ou pas d'expliquer en fait à l'utilisateur toute l'histoire du produit, parler de transparence sur le produit, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est un système qui doit être plus éducatif, où on doit expliquer à l'utilisateur le pourquoi on a fait ça? Donc là, les entreprises se dirigent beaucoup dans cette voie-là parce qu'ils s'aperçoivent que finalement, c'est assez porteur et la transparence permet de fidéliser aussi et d'attirer en fait des... Il y a une demande de transparence et puis une demande aussi de produits. Tout à fait. Donc là, il y a une question là-dessus, mais la question de fond, en fait, elle doit être aussi changée par la façon dont les entreprises communiquent, mais aussi par la réglementation. Donc aujourd'hui, il y a une direction qui est assez forte où on pousse les entreprises en fait à aller dans cette voie-là, un peu contre leur gré, mais finalement elles s'aperçoivent que c'est un bien, en fait, c'est nécessaire d'y aller. Elles s'en aperçoivent de plus en plus parce que sur leur marché, elles ont des difficultés à trouver des matières premières, on l'a vu récemment. Les tensions sur tout ce qui est activité logistique, il y a de fortes tensions sur les activités logistiques, qui fait que maintenant des pièces qui arrivent d'Asie, on peut avoir un risque qui est beaucoup plus élevé, que les délais soient pas respectés, par exemple, parce que eux-mêmes en Chine ont des problèmes d'approvisionnement aussi possibles. Ça crée une dépendance. Ça crée une dépendance. Aussi avec tous les changements climatiques que l'on a, en Chine aussi, par exemple, ils ont aussi ces problématiques en fait de changement climatique qui affectent aussi les systèmes de production, les systèmes économiques. Donc on s'aperçoit que finalement c'est une nécessité. Sur les produits d'hygiène, dans le domaine médical, il faut savoir qu'aujourd'hui, tu as énormément de déchets qui sont générés par les hôpitaux. Par leurs activités. Néanmoins, il y a une réflexion qui est très forte, notamment en Aquitaine, sur comment essayer de réduire ces déchets-là.
on s'aperçoit que la remanufacture, déjà, est appliquée sur des produits donc, médicaux. Alors, on peut remanufacturer des gros scanners, Siemens fait ça, donc des scanners d'hôpitaux, par exemple, qu'il est reproposé au début sur des marchés, dans les pays en Inde notamment, qui étaient très demandeurs de ces scanners-là, mais au prix auxquels ils étaient proposés, donc neufs, c'était pas possible de les acquérir. Maintenant, au prix du remanufacturé, donc c'est tout à fait acceptable, enfin c'est plus acceptable pour eux. Et sur les petits matériels, donc qui sont utilisés même chez les dentistes, les chirurgiens, des petits systèmes rotatifs, etc. Et plus particulièrement, tu parlais d'hygiène, mais sur les seringues, par exemple. Donc sur les seringues, on peut faire en sorte de retrouver en fait les performances et les niveaux d'hygiène en fait satisfaisants sur des seringues, notamment les aiguilles des seringues pour les activités médicales. C'est vrai que moi je me disais finalement la seringue a été créée, ensuite elle a été donc dans un environnement stérile, mais dans la chaîne de remanufacture il est tout à fait possible de recréer cet environnement stérile ou de traiter pour que tout soit à nouveau propre à l'utilisation. Tout à fait. Après, c'est l'énergie, les moyens que l'on met en place pour pouvoir le faire, pour pouvoir reproposer ce produit. Donc, c'est sûr que si toutes les seringues sont collectées, sont envoyées en Asie pour être retraitées et puis pour revenir en France, c'est un modèle qui n'est pas viable. En revanche, on pourrait imaginer peut-être un centre ou un petit labo dans chaque hôpital peut-être qui permettent de traiter en fait ces produits-là directement au sein de l'hôpital. L'idée, c'est d'essayer de faire des boucles courtes, les plus courtes possibles. Alors, il y a à la fois donc un intérêt lié en fait à éviter les opérations de regroupement, bien sûr le transport, l'opération de tri, etc. En faisant une boucle locale, tu connais beaucoup mieux l'histoire du produit puisque tu l'as vécu, tu sais, voilà, et tu peux savoir si peut-être la seringue a été utilisée dans un milieu hyper... dans un contexte problématique, sanitairement préoccupant. Voilà, si la seringue a été utilisée dans un environnement sanitaire qui est très critique, ou pas finalement. Tu vois. Sur ce produit-là, tu peux facilement dire si celle-là, tu vas la broyer, tu vas la recycler, la matière, ou tu vas peut-être faire en sorte de pouvoir en fait remanufacturer la pièce. Donc il y a ce côté qui est boucle courte. Et bien sûr, avec les boucles courtes, en fait, ce que tu arrives à faire aussi, c'est éviter que la matière aille soit captée sur d'autres marchés. Parce que plus les boucles sont longues, plus il y a de partenaires qui peuvent rentrer en fait dans la boucle, et donc plus il y a de possibilités en fait que tu aies un marché qui soit capturé par une autre entreprise, par une autre activité. Ouais, et puis c'est l'histoire de boucles courtes, ça permet aussi une sorte de protectionnisme de l'industrie. C'est-à-dire que voilà, on garde, par exemple en France, on va garder notre savoir-faire et nos matières au sein même du pays et de pouvoir avoir un meilleur... une maîtrise. Ouais, une maîtrise. Et puis, de ces flux, tout à fait. Avoir des entreprises locales qui... Et on revient au social où, justement, on crée de l'emploi grâce à ces activités-là. Plutôt que délocaliser tout à fait. Dans un pays tierce. Et surtout, ça crée aussi de la dépendance. On le voit avec le contexte géopolitique, plus on va avoir des partenaires d'autres pays, s'il y a le contexte géopolitique fait que, tu parlais de la chaîne logistique tout à l'heure, avoir une relocalisation de l'industrie et dont la remanufacture, ça permet d'une certaine indépendance qui est bénéfique finalement pour chaque pays. Tout à fait. Et là aussi une maîtrise, puisque lorsqu'on produit dans nos pays, avec les niveaux de contraintes environnementales qui se renforcent de plus en plus, on arrive à maîtriser en fait la façon dont on traite en fait ces boucles de l'économie circulaire par rapport à des pays qui seront peut-être moins regardants sur la pollution des eaux, des terres et de l'air. Ou les droits du travail. Ou des droits du travail, tout à fait. L'économie circulaire est
une chose formidable, globalement, mais il ne faut pas oublier le problème qui est la consommation. Et surtout, je pense que l'économie circulaire peut aller de pair avec une sorte de sobriété de consommation. Tout à fait. Donc c'est là où il faudrait aller, puisque aujourd'hui, on est plus dans une économie, en fait, toujours de croissance. On nous incite toujours à avoir plus de pouvoir d'achat, à consommer toujours pour les autant. entreprises, faire un meilleur chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. Tout à fait, dans cette économie de croissance. Donc, en effet, la sobriété est une voie qui peut être associée à l'économie circulaire. On constate en fait que sur des modèles d'économie circulaire et de sobriété, les entreprises peuvent avoir un modèle où il y a une création de valeur qui est différente de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, mais qui permettent quand même de créer de la valeur et de proposer en fait des services, des nouveaux produits aux utilisateurs, différemment. Donc l'économie circulaire, en fait, c'est une économie par définition qui est une économie qui est en boucle. D'accord ? L'idée, c'est de réutiliser la matière. C'est d'utiliser moins de matières premières et c'est de faire en sorte de générer moins de déchets. Si tu as une boucle, en fait, c'est les deux principales conséquences que tu as. Néanmoins, ça n'empêche pas, en fait, la consommation. Donc, on est toujours dans une société de consommation. Donc, le travers de l'économie circulaire, c'est de se dire, de toute façon, il y a une solution, c'est le recyclage, et donc, finalement, on peut consommer comme avant. D'accord ? Donc, l'économie circulaire, pour moi, il ne faut pas que ce soit qui est le travers de, j'appelle ça l'économie du sparadrap, où on va mettre une rustine en fait sur la conséquence que l'on a, un peu comme un médicament en fait, mais on ne va pas soigner la cause. Il ne faut pas qu'on soit aveuglé en fait par une solution, et l'économie circulaire, alors que la problématique, elle est beaucoup plus de fond. Ouais, dans la consommation, même surconsommation des produits. Il faut repenser le modèle de l'entreprise et l'objectif finalement même de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise n'est plus obligée de croître, mais peut proposer un modèle à l'image même de l'économie circulaire, où voilà, l'entreprise subsiste sans croître ni décroître finalement. Voilà, mais les entreprises sont tenues d'aller dans cette voie-là. Si elles ne vont pas dans cette voie-là, donc de circularité, elles vont être doublées en fait par des nouvelles activités qui vont émerger et qui vont prendre leur marché. Donc à terme, que ce soit dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans, il faudra soit qu'elles évoluent, sinon elles sont vouées à mourir. Oui. Parce que la concurrence finalement fait que s'il y a un marché à prendre et que l'entreprise ne le prend pas, quelqu'un d'autre le prendra. Et parce que les modèles, on s'aperçoit que les modèles linéaires ne sont plus viables. Ouais. D'accord. Ben, c'est une belle perspective et puisse-t-elle se réaliser enfin, je veux dire, sinon on va dans le mur. Le gap est important pour les entreprises. Oui. C'est-à-dire que quand je vais dans une entreprise et puis qu'ils me disent « Ah Régis, regarde, sur notre système de poubelle, on fait le tri, regarde les gobelets maintenant, on n'a plus de gobelets en plastique, mais ils sont en carton ou on est passé sur le mug. » Je dis « Ouais, c'est top, au moins ça permet de mettre une dynamique en place dans l'entreprise, mais what else quoi. » Et maintenant, concrètement, le gap, vous avez fait, enfin je leur dis pas ça comme ça, mais vous avez fait la goutte d'eau et alors qu'il y a tout reste à faire. Il y a un gap énorme à franchir pour rattraper déjà le retard existant. Ce qu'il faut savoir, moi j'aime bien le terme de Grégory Richat qui travaille chez OPO et qui dit 92% de notre économie est jetable. Parce qu'il se base sur le Circularity Gap Report qui dit que l'économie circulaire est de l'ordre de 8% de l'économie au monde. D'accord. Donc il en déduit que assez logiquement que 92% de l'économie est jetable. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 8%, c'était en 2020 et aujourd'hui en 2023, on est passé à 7% d'économie de circularité. C'est-à-dire qu'on régresse. Et en 2018, on était à 9%. Donc c'est assez inquiétant. C'est-à-dire qu'on a des modèles où on apporte plus de circularité,
on apporte plus de recyclage. Maintenant, on entend parler partout de recyclage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la recyclabilité des produits et le recyclage des produits qui est différent. Vous pouvez dire, moi, mon produit, il est recyclable, mais est-ce qu'il est vraiment recyclé in fine? Oui. Il est fait pour être recyclable, mais les modèles ne sont pas encore faits pour être... C'est un des grands mythes des solutions, c'est-à-dire que oui, le produit est recyclable, mais est-ce qu'il va être recyclé? Et on voit bien en France que c'est pas le cas, parce qu'entre-temps, de l'usager jusqu'à la bonne poubelle, de la bonne poubelle jusqu'au centre de tri, etc., on se rend compte que finalement, beaucoup de produits ne sont pas recyclés. Il y a aussi cet effet rebond, c'est-à-dire qu'on nous vend l'économie circulaire et les matières recyclées. Voilà, maintenant, c'est dans n'importe quel magasin, on voit, on essaye de mettre en avant l'éco-conception, l'ajout de matières recyclées, même dans les bouteilles en plastique. Et c'est bien de le mettre en avant, mais ça induit un effet qui est un peu pervers. Du coup, l'effet rebond, c'est-à-dire que voilà, plus un produit, une technologie va être efficace en termes de rendement, en termes de consommation, et ça va inciter à plus l'utiliser et faire qu'au final, la balance va aller dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on va plus l'utiliser, plus consommer, plus que ce que le gain d'efficacité nous aura permis de gagner. Alors, il y a des outils qui permettent justement de mesurer ça, c'est notamment l'analyse de cycle de vie. Donc, je pratique dans le cadre en fait, de démarches d'éco-conception lorsque j'interviens dans les entreprises, et qui permettent en fait de mesurer l'impact environnemental dans chaque étape de cycle de vie et du cycle de vie du produit. Donc l'extraction des matières premières, la fabrication, le transport, l'utilisation, la distribution du produit, la fin de vie. Et donc en effet, il peut y avoir un travail qui est fait en éco-conception sur le produit qui fasse en sorte qu'en fait qu'on a un gain environnemental qui est fait peut-être sur la partie production, mais sur la partie utilisation, inversement, tu as une balance qui a été effectuée et finalement ton produit il est beaucoup plus impactant parce que la phase d'utilisation est beaucoup plus a un poids beaucoup plus important quoi, sur le cycle de vie du produit. Donc il faut se méfier aussi de ces aspects-là, mais de plus en plus ces entreprises se mettent à travailler l'éco-conception et les analyses de cycle de vie au travers aussi des analyses de cycle de vie, et ça permet en fait de garantir que l'on est toujours dans la bonne voie. Okay. J'ai ramené aussi un injecteur, qui permet de voir, donc c'est un injecteur de moteur diesel. Donc il y a une entreprise qui est sur Clermont-Ferrand en fait et que j'ai visité, hein, qui remanufacture des injecteurs. Donc là pareil, tu as plein de petites pièces et l'idée en fait c'est, moi ce que je trouve intéressant c'est lors d'une conférence, moi au début quand j'étudiais la remanufacture, tu vois, c'était le principe c'était de tout démonter à 100% le produit. Finalement on peut arriver à retrouver un niveau de performance initiale sans avoir à tout démonter à 100%. Tu vois, pareil sur ma pompe, moi j'ai tout démonté pour la réparer, mais je parle pas, on peut pas parler remanufacture parce que je suis pas un processus rigoureux, si tu veux, dans la définition de la remanufacture, c'est un processus standard rigoureux, tu vois. Donc c'est pas ce que j'ai fait, donc moi c'est de la réparation. Néanmoins, j'ai essayé de démonter au maximum, mais j'ai pas réussi à démonter vraiment toutes les pièces parce que certaines pièces sont vraiment serrées et j'ai du mal à les retirer. Ici, dans le cas de l'injecteur, en fait, il n'est pas nécessaire de démonter jusqu'à la petite aiguille qui est à l'intérieur pour retrouver en fait les performances initiales. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui était intéressant aussi, c'est de voir en fait tous les bancs de tests que l'entreprise avait sur lesquels l'entreprise avait investi en fait pour tester le produit, et ces bancs de tests qui étaient en partenariat avec le fabricant en fait de la pièce d'origine. Et donc c'est aussi intéressant de penser au partenariat que tu peux avoir entre le fabricant. Si le fabricant n'a pas la capacité, ou en tout cas immédiate en fait, de remanufacturer les produits, il peut être associé à donc une tierce partie qui, elle, a des compétences plus spécifiques pour remanufacturer le produit. On en revient au marché pour les entreprises, que ce soit Bosch qui puisse mettre à disposition les outils de test pour leur propre matériel, ou une entreprise tierce qui dit, nous, on est spécialisé dans
dans l'entretien et la remanufacture de tel type de produit. Donc, voilà, ou l'économie sociale et solidaire qui a une expertise beaucoup plus forte dans le démontage des produits. Là, tu as amené aussi un autre truc, alors je ne sais pas trop ce que c'est. Alors ça, c'est issu d'une pompe de direction assistée que je suis en train de réparer. On peut parler de réparation. Donc le roulement à billes avait lâché et je me suis dit pourquoi pas utiliser en fait moi-même en fait la démonter pour regarder si je peux la réparer. Je me suis aperçu que c'était le roulement à billes alors que le garagiste m'avait dit mais tout est pété à l'intérieur, vous n'allez pas réussir à la réparer. Donc déjà ça m'a interloqué. Je me suis dit tiens je vais voir ce qu'il y a dedans. Donc là j'ai tout nettoyé, j'ai passé donc aux ultrasons pour enlever la rouille et j'ai trouvé super intéressant. En plus moi ce qui est fabuleux c'est que je découvre en plus comment c'est fait à l'intérieur. Donc là c'est une pompe, donc tu as un système qui tourne, qui compresse en fait l'huile et qui permet en fait de la réinjecter dans le circuit de direction. Et donc j'ai trouvé ça fabuleux. En plus c'est hyper instructif, hyper intéressant de savoir ce qu'il y a dans les produits. C'est ce que tu disais au début. Toi, tu as toujours été très curieux de savoir comment les choses étaient faites. Voilà, le garagiste disait tout est pété à l'intérieur, mais est-ce que c'est vraiment pété? Alors que, en fait, on part sur des a priori, tu vois. C'est ça qui est aussi difficile aujourd'hui, c'est qu'on a des messages, on a une culture, on a une histoire qu'il faut faire évoluer. En fait, ce qu'il faut faire évoluer, quand on parle de faire évoluer les modèles, ce qu'il faut faire évoluer, c'est nos désirs, en fait. Qu'est-ce qu'on veut, finalement? Qu'est-ce qu'on attend? Mais dans la finalité, en fait, de ce que on veut obtenir, quoi. Pas forcément un produit neuf. C'est quoi la finalité du produit neuf? C'est quoi la finalité d'un produit qui a aucun défaut? Est-ce que c'est moi la façon dont j'apparais en fait dans la société, la façon dont je suis? Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut changer, quoi. Tous ces messages que l'on reçoit de la part des grandes entreprises qui nous disent il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça. Donc on est fortement conditionné. Donc en fait il faut essayer de s'affranchir et d'aller dans, enfin de comprendre en fait toute notre histoire, toute notre culture. Tu vois. Un produit sera peut-être moins acceptable au Japon, mais plus acceptable en France, comme il est encore plus acceptable peut-être sur son état dans un pays en voie de développement. Tu vois. Faut aussi changer la perception qu'on a par rapport au produit. Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on a besoin de ce produit-là? Et c'est toute notre relation à notre propre consommation qu'il faut faire évoluer. Et c'est tout l'intérêt d'aller sur des modèles en fait où tu vas vendre plutôt le service que le produit en fait. L'utilisateur, s'il n'achète pas le produit, il le possède pas, donc il est peut-être moins attentif à l'état même du produit puisqu'il attend en fait un service, il attend que le produit soit fonctionnel pour son usage en fait. Et c'est pour ça que les modèles qui sont basés sur l'économie de la fonctionnalité en fait sont assez prometteurs et complémentaire en fait de l'économie circulaire parce que ça permettra justement de changer la perception qu'on a sur les produits et donc de changer plus facilement les modèles. Ok. Rapidement, Régis, pour terminer, la remanufacture, est-ce que là en France, donc du coup, c'est une activité qui est plutôt bien développée par rapport à d'autres pays, ou est-ce qu'on en est globalement au niveau mondial? Alors, l'Angleterre est assez avancée là-dessus, enfin le Royaume-Uni en général, l'Écosse, l'Angleterre. Notamment, ça a été boosté avec la fondation Ellen MacArthur. Aux États-Unis, donc, il y a une forte activité remanufacture qui est notamment dans l'automobile et puis portée aussi par les grosses entreprises qui ont commencé dans les années 40, dans les années 30, notamment Caterpillar, donc sur ces sujets-là. À Singapour, il y a un centre qui est un centre de recherche en fait assez avancé sur tout ce qui est aéronautique. Au Japon aussi, il y a des activités qui tournent, enfin une forte activité autour de la remanufacture. En Europe, c'est surtout aussi porté par l'Allemagne,
qui a notamment une université, l'université de Beyrouth, qui travaille sur ces sujets-là. Au niveau européen, le Centre européen de remanufacture, donc, qui est en fait regroupe une association en fait d'entreprises, de remanufacturiers et qui plaide auprès de la Commission européenne pour faire évoluer les réglementations, donc qui permettraient en fait d'améliorer et de développer ce type d'activité. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cet échange enrichissant. C'était super passionnant. Moi, je pourrais rester encore 1 heure ou deux de plus à parler de ce sujet. C'est vrai qu'il y a beaucoup, c'est un sujet qui est très complexe. En tout cas, merci beaucoup, c'est déjà un peu plus clair. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir continuer à en parler, peut-être même aller visiter un atelier de remanufacture au sein d'une entreprise, ce serait vraiment super. Oui, pour concrètement, en fait, voir ce que ça implique et le processus, ça pourrait être intéressant. Moi aussi, j'ai pris un grand plaisir à partager avec vous donc, sur ce sujet-là et partager ces connaissances. Merci à vous d'avoir suivi cet échange. Si celui-ci vous a plu, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne d'Alternative. On a 2-3 projets en stock, on a très hâte de vous les présenter. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur le site internet pour suivre toutes les actualités de l'association. Le lien devrait s'afficher juste ici. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine fois.